Ils ont des milliers, voire des millions de suiveurs sur la toile, que ce soit sur Facebook, Instagram ou encore YouTube. Ceux que l'on appelle communément influenceurs peuvent faire et défaire une marque en quelques clics. Mais au-delà de l'impact marketing indéniable, ces influenceurs ont-ils un rôle, une responsabilité? Doivent-ils utiliser leur voix à des fins autres que commerciales? Y a-t-il des bons et des mauvais influenceurs? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Et comme d'habitude, justement, on parle avec beaucoup de candeur sur ce plateau. Bonjour les filles, ça va? Bonjour Anan, ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. D'accord. Alors les filles, aujourd'hui, on aborde un sujet qui me parle particulièrement parce que je suis influenceuse. Mais ça s'est imposé à moi, c'est-à-dire c'est dû à ma carrière cinématographique. Je n'ai pas forcément choisi, même si je jouis de tous les avantages. Mais je ne milite pas pour des causes en particulier, c'est-à-dire je partage qui je suis, je partage ma vision de la vie. Et du coup, la question se pose, est-ce qu'un influenceur doit nécessairement être un activiste? Alors, je suis un petit peu comme toi, Kadi. J'ai créé mes comptes Facebook et Instagram entre 2008 et 2013. Et au départ, c'était pour partager un petit peu toutes mes activités professionnelles. Et au fur et à mesure, une communauté s'est mise, on va dire, autour de ma personne. Et on va dire que ça m'a donné envie de partager des petites pensées ou des choses motivantes sans pour autant vraiment être une activiste. Être une activiste. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe parce que ça dépend de notre définition d'un activiste, au fait, ou d'une activiste. Parce qu'après, moi, je trouve qu'être activiste, c'est vraiment, si on veut dire, avoir des actions au quotidien pour cette cause-là, avoir une passion, y mettre du sien, de l'argent, même et du temps. Donc, partager un post sur une cause ne te fait pas forcément, ne te transforme pas en activiste. Donc, ça dépend de ce qu'on veut dire. Mais après, je pense que ta voix, maintenant, a beaucoup plus d'influence que d'autres. Donc, tu peux donner de la visibilité à ces causes-là. Ouais. Alors, moi, je te rejoins un petit peu, Afou. Je pense que activiste, c'est peut-être un terme un peu fort. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que quand on a une plateforme qui est là et qu'on a de l'impact, qu'on sait que notre communauté nous suit, autant utiliser justement sa voix pour soutenir peut-être des causes. Alors, ça peut varier. C'est peut-être pas tous les jours. Peut-être que tu peux être activiste un jour et puis faire, te soucier de ta marque un autre, mais tant qu'à faire, pourquoi pas, quoi. D'accord. Alors, avant de parler même du rôle des influenceurs et de leur responsabilité dans la société, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'un influenceur, en vrai. Donc, mesdames et messieurs, on vous a posé la question, savez-vous vraiment ce qu'est un influenceur? On écoute quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. C'est une personne qui, à travers sa manière de faire, à travers sa manière d'instruire les personnes, amène les personnes à avoir un changement d'attitude ou de comportement. Et de nos jours, c'est plus marqué sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, où on retrouve certaines personnes qui arrivent à mobiliser la jeunesse, arrivent à sensibiliser la jeunesse. Ça dépend du sujet que l'influenceur aborde, mais de toutes les manières, c'est que l'influenceur, c'est celui qui arrive à entraîner un certain nombre de personnes dans sa philosophie. Un influenceur, c'est une personne qui a assez d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui est assez populaire, qui est... Voilà, pour moi, c'est un peu ça, un influenceur. C'est une personne qui a une grande audience, en fait. Pour moi, c'est un influenceur, en fait. Un influenceur, pour moi, c'est une personnalité qui a plus ou moins un impact, voilà, soit sur la société, soit sur son entourage. Cet impact peut être positif comme négatif. Voilà, je donne l'exemple de quelques artistes. Voilà, de parler influence, créer un impact sur la population. On a aussi des acteurs. Voilà, on a aussi des personnes atteintes de mauvaises moralités qui posent un impact négatif sur la société, de par leurs faits et gestes. Voilà, c'est ça pour moi un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un déjà, c'est une personne publique qui exerce une fonction, c'est-à-dire d'influencer la jeunesse, que ce soit la jeunesse ou les personnes âgées, en tout cas toutes les personnes qui le suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie courante ou bien à la télé. Donc c'est cette personne-là qui, par son comportement, va influencer la jeunesse ou le public.
Alors, je suis agréablement surpris. Tout le monde a trouvé plus ou moins la définition d'un influenceur. Ouais. Est-ce que c'est parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, C'est ça. En tout cas, ils étaient même un peu complémentaires. Il y avait Ils avaient toutes les bonnes réponses. Ouais, absolument. Rien à rajouter. Exactement. Bon, enfin, on va quand même ajouter quelque chose avec nos invités du jour qu'on va accueillir d'ailleurs tout de suite en plateau. J'ai nommé Cyriaque Bogou, vice-président de Africtivist, la plateforme Africtivist, qu'on va accueillir en plateau. Kai Lumumba, fondateur de Totem Experience et Adicom Days. Thierry Kofi Mensa, président de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Et puis également Papy, l'artpreneur, aka l'artpreneur, artiste et entrepreneur. Bonjour à tous les quatre. Bienvenue. Ça va? C'est la première fois qu'on a autant d'hommes sur le plateau. Oui. J'espère que vous n'êtes pas trop influencés. Parce qu'on parle d'influence. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant d'ouvrir l'entretien, justement, je propose qu'on regarde ce reportage sur un influenceur en Côte d'Ivoire. D'accord? Reportage signé Chèque Bleu. Ils sont blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs et célébrités en tout genre. Les influenceurs des médias sociaux travaillent avec les marques pour les aider à obtenir plus de visibilité. En échange, ils reçoivent une compensation financière ou des produits gratuits. Moses Aouné fait partie de cette nouvelle génération d'influenceurs en Côte d'Ivoire. C'est autour de 2014 qu'il se lance dans la production de contenu de vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux avec un groupe d'amis Ça c'est quoi ça encore. Aujourd'hui, Moses compte des millions d'abonnés sur le web. Et lorsque les entreprises lui font appel, l'objectif reste le même. Généralement, quand elle me contacte, c'est pour atteindre des objectifs qui sont précis. Soit la marque vient de s'installer en Côte d'Ivoire, elle cherche à augmenter, 1, son chiffre d'affaires, 2, sa renommée, et 3, vraiment se créer une communauté de fans et de clients qui vont avec laquelle ils vont développer leur marque, en fait, c'est ça. Le jeune influenceur est entouré d'une équipe d'une dizaine de personnes. Il est le plus souvent scotché à son téléphone. Et pour cause, il scrute en permanence les réactions de ses followers sur les différents réseaux. Pour lui, le digital, ce nouveau canal pour faire de la publicité et toucher une grande audience, est tout sauf anodin. La Côte d'Ivoire est composée de plus de 60% de jeunes. Et ces jeunes-là, la majorité, ils ont un smartphone. Tout le monde est vraiment connecté ici. Et si tu veux toucher un jeune, si tu veux toucher un vieux, si tu veux toucher un enfant aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'il faut les trouver. À ses débuts, si Moses réalisait ses vidéos plus pour des fins ludiques, en quelques années, il s'est positionné comme l'un des influenceurs web ivoiriens les plus suivis, au point d'en faire cette activité 2.0 un métier à part entière. Derrière ces influenceurs se cache très souvent une machine plus discrète. Des agences de communication spécialisées dans le digital, mais aussi dénicheuses de nouveaux talents. Selon Kai Lumumba, CEO d'un groupe de communication digitale, la proximité des influenceurs avec leur communauté est l'une des principales raisons pour lesquelles ceux-ci sont de plus en plus sollicités par les entreprises. Et les influenceurs sont en fait des personnes qui, par leur passion, par leur expertise, ont réussi à créer des communautés avec lesquelles ils échangent des avis. Et donc, en passant par ces influenceurs-là, votre message gagne en crédibilité, puisque du coup, vous avez un accès directement dans des discussions entre les influenceurs et leur public. Et cette nouvelle façon de faire de la pub constitue une véritable aubaine pour les petites entreprises en quête d'une plus grande visibilité. En termes de retour sur investissement, vous dépensez moins sur le digital pour des résultats assez intéressants quand vous êtes une PME. Donc ça, par contre, c'est clair qu'il y a beaucoup de PME qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens d'aller en télé ou en affichage et qui font beaucoup de notoriété et de vente grâce au digital. Aujourd'hui, le géant Facebook demeure le réseau le plus utilisé avec 4,5 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire, soit 92% des utilisateurs des réseaux sociaux. Un marché de consommateurs potentiels que se disputent entreprises et influenceurs. Des leaders d'opinion dont l'impact ne se limiterait pas à des fins purement commerciales, à condition que leur communauté en redemande. Alors voilà, vous l'avez entendu dans ce reportage, c'est un secteur qui est en explosion. Hein. On a vu, Kai, vous étiez l'une des stars de notre reportage. Enfin, en même temps, vous êtes un peu expert dans le domaine. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre, c'est déjà, est-ce que vous vous considérez, chacun à votre échelle, comme des influenceurs? Peut-être on peut commencer par vous, Cyriaque.
D'accord. Donc, faut dire que le mot influenceur, déjà, est rentré dans le dictionnaire depuis 2017. Larousse et Hachette. Donc, c'est un nouveau mot. Mais l'histoire, le concept derrière date de quand même 1940, quand un sociologue l'a utilisé lors des élections aux États-Unis, avec un échantillonnage de 600 personnes qui ont suivi. Donc, ce n'est pas un concept aussi nouveau que ça, c'est juste qu'il a été réactualisé. Et Kaye est là, peut-être je vais dire quelque chose qui va pas aimer. Non, je ne me considère pas comme un influenceur parce que le terme me fatigue un peu. Ça n'engage que moi. Je me considère plus comme un créateur de contenu. Je préfère encore ça parce que ce que je fais, c'est créer du contenu pour un public bien donné, au fait, bien défini. D'accord. Et vous, Kaye? Je suis d'accord avec toi, Cyrek. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, à mon niveau, alors c'est différent. Je ne suis pas un influenceur, ou alors la sphère dans laquelle moi, à titre personnel, je crée du contenu, c'est effectivement peut-être la communauté des entrepreneurs. Mais on a tous une sphère d'influence. Il parlait de 1940, moi je vais encore plus loin parce que depuis la nuit des temps, on est influencé par son voisin quand on doit faire un achat. En fait, c'est juste que ça a évolué et l'attention des gens, elle est différente. Elle était à la télé, à Internet, etc. Et maintenant, dans les réseaux sociaux. Et il y a des études, effectivement, qui montrent que 3/4 des décisions d'achat sont prises avec un avis sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, une petite période pour dire que moi, à titre personnel, non. Mais alors, pour être totalement honnête, j'aspire effectivement à avoir un travail, comme il dit, à avoir un contenu qui inspire et qui impacte le plus grand nombre, bien sûr. Papy ? Très bien. Je ne suis pas super fan du terme aujourd'hui. Et ce n'est pas par rapport aux gens qui sont influenceurs, mais c'est plutôt la confusion qui tourne autour. Parce que, comme on dit, il y a toute une histoire derrière. Ensuite, il y a de nouveaux métiers aujourd'hui. À un certain moment, par contre, il faut se faire une raison. Il faut accepter que, de toute façon, comme disait Kaye, nous avons tous de l'influence, chacun dans sa sphère, dans son cercle. Maintenant, je pense qu'en tant qu'artiste, déjà, forcément, je suis suivi par un certain nombre de personnes, dans la vraie vie d'abord, mais ensuite aussi sur les réseaux. Bien sûr. Mais ensuite, en tant qu'un des fondateurs de Lives, par exemple, c'est là qu'on se rend compte de réellement l'impact qu'on a sur les gens. On n'a pas un modèle d'influenceur aujourd'hui, forcément, mais il suffit de voir le nombre de personnes qui vont s'installer au Sénégal parce qu'ils ont vu une photo sur un de nos comptes Instagram. Exactement. Pour se faire une idée, en fait. Que ça a une influence. Ça peut-être, pour terminer. Moi, je dirais plutôt le terme influenceur, ajouté à ce qu'ils ont dit. Moi, je réduis ça en 2 catégories. Des influenceurs quantitatifs et des influenceurs qualitatifs. Et quantitatif, c'est dit ce genre de personnes qui drainent assez de monde sans toutefois parler d'un sujet précis. Et il y a d'autres qui sont précis sur un domaine et il y a des gens qui les suivent spécialement pour ça. Moi, par exemple, je ne me dirais pas influenceur, mais j'ai débuté sur ma chaîne YouTube où je parlais des téléphones. Je parlais des nouveaux gadgets, tout ce qui est électronique et tout. Et au départ, ça a commencé 10, 20, 100, 200, jusqu'à après des 10 000 abonnés. Et il y a des gens spécialement, si je n'ai pas dit que ce téléphone est bon, ils n'achètent pas. Donc ils attendent de voir ma vidéo, ils me posent des questions et bon. Là, même sans vouloir, tu deviens influenceur. Donc je me range dans cette catégorie d'influenceurs qualitatifs. Qualitatifs. Alors, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas choisi d'être influenceurs. Ils peuvent être influenceurs parce qu'ils ont un beau corps, parce qu'ils ont une belle peau et tout. Donc, est-ce que vous pensez que quand on devient influenceur, on se doit de militer pour une cause? Vous avez toute sa parole. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on doit être un peu activiste? Oui. Alors, on peut obliger... ça serait bien. Obliger qui que ce soit à faire. Voilà. Mais je pense que de toute manière, c'est dans l'ADN de l'influenceur africain. C'est-à-dire que même si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, et je pense qu'au Sénégal, ça a été préparé avec l'avènement des réseaux sociaux, les premières personnes qui se sont emparées de Twitter, etc., leur premier message, c'était « on a besoin d'Internet, d'un plus grand accès pour Internet ». Gens comme Cyriac, Edith et Jean-Patrick ici, ou Basile, Cher à Dakar, ils ont surtout milité pour que... Ils ont vu que si la fracture numérique devenait grande, ce serait un gros problème. Donc il y a eu beaucoup de conscientisation, etc., et un appel
au niveau des institutions pour aller vers ça. Et tout au long sur les 10 dernières années, je trouve que c'est le fil rouge et c'est ce qui différencie quand même l'influenceur ici de l'influenceur de ce que je peux voir dans le reste du monde qui va rester vraiment que sur sa cuisine, son voyage, etc. C'est-à-dire que ça soit, enfin, tous ceux qui sont là, s'il se passe quelque chose qui les touche, ils ne vont pas s'empêcher d'en parler. En fait, c'est la solidarité en fait, qu'on a qui est plus forte que nous. Donc, je ne dirais pas qu'on doit l'imposer. En tout cas, ça existe déjà. Et pour emboîter le pas à Kaï, aujourd'hui, le web a 30 ans. Donc, celui qui a créé le web, c'est Sir Tim Berners-Lee. Quand il a créé pour que ce soit vraiment utile à tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit que certaines compagnies veulent s'accaparer de cela pour que ce soit payant, ça soit plus gratuit pour tout le monde. On parle de la neutralité du net. Quand on arrive à ce niveau-là, nous, en tant qu'Africtivistes, et moi, personnellement, je mets mon image pour lutter contre ça, parce que je me dis, aujourd'hui, Internet permet dans nos pays pas assez développés à des jeunes d'avoir des mêmes diplômes que d'autres personnes ailleurs. Internet permet de faire ceci, de faire cela. Donc, si aujourd'hui, ils n'ont plus accès à ce Internet-là, ce web-là, on risque d'avoir un problème. Donc, quand c'est comme cela, bon, on monte au créneau, on tape, on va voir les opérateurs, on va voir. Donc, il y a un peu de lobbying aussi que l'activiste fait derrière. Peut-être, il peut ne pas s'afficher peut-être sur la toile, mais comme on le dit en sous-marin, il peut aller voir une organisation comme l'Unetel, bon, vos opérateurs, ils sont très chers, est-ce qu'ils ne peuvent pas baisser les prix, ainsi de suite. Donc, je pense que l'influenceur peut, à un moment, comme Kaï l'a dit, être activiste. Et justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer l'influence, entre guillemets, d'un influenceur par le nombre de likes qu'il a, le nombre de j'aime, et qu'en est-il justement de ceux qui font des actualités sponsorisées ou qui payent pour avoir... Comment on peut mesurer réellement l'impact d'un influenceur Même ça va reprendre à ça d'abord. À ce niveau-là, comme j'ai dit, il y a deux types d'influenceurs, quantitatifs et qualitatifs. Il y a des gens, par exemple, il peut te parler d'un produit, et ce produit-là, peut-être à peine s'il a 1000 j'aime. Mais pour la compagnie pour laquelle il a communiqué, la compagnie va vendre très bien. Par contre, ce même produit-là, s'il est transmis chez un autre influenceur qui a près de 1 million d'abonnés, ça n'aura pas le même impact. Ouais. Donc, il y a à ce niveau-là, quantitatif et qualitatif. Ouais. Donc, tout dépend du type d'influenceur qui sera utilisé pour mener une campagne. Donc, ce n'est pas forcément le nombre de j'aime. Ça ne peut pas se mesurer. Il n'y a pas un algorithme fixe, en fait, pour pouvoir calculer cela. Et alors, comment les marques font alors pour... Je pense que cette approche-là... L'interaction. C'est ça, c'est un peu le taux d'interaction. D'accord. C'est un peu obsolète d'utiliser ce genre de marqueur-là aujourd'hui parce que tout se fabrique, tout se change. En gros, le mot le plus important pour moi, c'est l'impact. Ouais. Concrètement, que ce soit d'un point de vue économique, commercial, social, il y a des manières de tracer et d'identifier l'impact qu'a eu une certaine action. Ça se voit aujourd'hui. C'est très facile de tirer une ficelle d'un film ou d'un concert, d'un album qui est sorti cette année et qui a fait le tour du monde, qui a explosé. De tirer une ficelle de ce produit fini-là à une certaine personne, à Cocody ou à Dakar ou à Accra. Et d'ailleurs, c'est le cas en ce moment. Tout ce qui se passe pour moi, ces trois villes-là, voire aussi, bien sûr, Lagos, etc., influence l'Afrique et l'Afrique influence le monde aujourd'hui, clairement. Absolument. Maintenant, ça ne se fait pas dans les chiffres, à mon avis. C'est plus difficile à quantifier. Hein. Exactement. Ouais. Et surtout, je voulais rebondir sur la question d'impact. Quand est-ce que après l'Internet et juste faire un post, ça ne réduit pas les actions qui suivent derrière? Parce que quand moi je pense aux activistes avant, disons, c'est surtout qu'ils militaient. On les voyait dans les rues, on les voyait vraiment qui faisaient du lobbying, des actions dehors. Et vraiment, il y avait cet impact-là, il y avait le suivi et on pouvait vraiment tracer pour dire que j'ai fait j'ai fait voilà, ça et voici le résultat. Voilà. Donc maintenant, est-ce que quand maintenant on se limite à un post sur Facebook, un share sur Twitter, un petit post sur Instagram, on ne dilue pas ce suivi-là?
Rebondissez. Je sens que vous êtes prêts. Non, on ne diminue pas, au contraire, on amplifie ce qui se fait. Je prends un exemple. Au Bénin, par exemple, ils ont dit pour utiliser WhatsApp et autres, tout ça, on va sur votre crédit data, vous allez payer plus. Avant, c'était 1000 francs, peut-être maintenant, comme vous voulez utiliser WhatsApp et autres, vous allez payer 1500. La communauté là-bas s'est réunie, ils ont dit non, c'est pas normal. Ils ont lancé un concept qui s'appelle « Ne touche pas à mes mots », MO, donc pour mégaoctet. Mais après, ça a été retweeté, ça a été repris par toutes les organisations. Nous, on a participé en tant qu'Africanistes, mais après, le gouvernement est obligé de revenir au truc initial. Même ici en Côte d'Ivoire, quand tu regardes, les gens ont peur que leurs soucis arrivent sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que c'est arrivé sur les réseaux sociaux, ils sont obligés de réagir. Avant, on avait des personnes, on voyait des communiqués passer, on voyait des choses passer. Mais aujourd'hui, on est surpris de voir un gouvernement répondre à juste un post sur Facebook ou bien Twitter, parce qu'ils savent que s'ils ne répondent pas, on a vu le dernier en date, c'est celui de l'augmentation du pain. De 350 francs. Mais la soirée, le gouvernement était obligé de faire un communiqué pour dire c'est faux, c'est des rumeurs et autres. Donc c'est pour dire que ça amplifie le message derrière. Je suis contente de votre réaction. Donc ils sont complémentaires. Alors Kaï, je suis désolée de vous interrompre, mais vous allez répondre tout de suite à la question. Mais d'abord, on va aller en page pub et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Merci. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Les Femmes d'ici, sur NCI. On est toujours en compagnie de nos 4 invités, Kaï Lumumba, Cyriaque Boku, je vais y arriver, Thierry Kofi Mensah et Papy, l'artpreneur. Et on parle donc de ces activistes, enfin pardon, de ces influenceurs. Ont-ils le devoir ou doivent-ils être activistes? Et je vais vous laisser continuer à répondre à la question, Kaï, au sujet donc de est-ce que finalement le côté réseaux sociaux et le côté digital dilue un peu l'action des activistes en dehors, sur le terrain? Alors sur ce sujet, je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il y a une complémentarité, une amplification, et c'est important en fait de le comprendre parce que très souvent, effectivement, les influenceurs, ils sont tout le temps pointés du doigt. Quand ils font rien, on leur dit « Ah, tu dis rien ». Quand ils parlent, on dit « Ah, mais ça sert à quoi? Va dans la rue, etc. » Donc, alors qu'il faut prendre des exemples. L'exemple du Bénin, il est très bon. Mais je pense que du moment qu'une personne prend de son temps et de son influence et met à disposition en fait, de son public des informations pour conscientiser ou pour proposer des actions ou faire des appels en action, en fait, il faut le valoriser. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Si on prend, on est sur le plateau, Femmes d'ici, prenons l'exemple de tout ce qui est violence conjugale. Ça fait j'allais dire dizaines d'années, mais des centaines d'années. En fait. Mais je pense que le sujet avec les réseaux sociaux, la manière dont ils rentrent dans les discussions, les débats que les réseaux sociaux créent, c'est très bénéfique à la cause. On a eu Balance ton port en France, qui est devenu Balance ton port CI. On a eu le hashtag Vraie Femme Africaine, Exactement. qui a été voilà, une façon un peu ironique d'aborder certains sujets. Mais vous voyez, c'est vrai que c'est juste fait d'un téléphone et on préfère peut-être que la personne sorte avec des pancartes, mais l'impact que ça a, c'est quand même très, très intéressant. Alors du coup... Je pensais que Mensah voulait rebondir sur la question. Non, c'est bon. En fait, je voulais appuyer sur le fait que l'activiste lui-même, l'influenceur lui-même est d'abord un citoyen comme tout le monde. Donc il peut mener une action contre les VBG, la violence basée sur le genre. Pas plus tard que le mois dernier, il y a eu les 14 jours d'activisme, où moi-même en tant que blogueur technologie, il y a eu à communiquer dessus, à véhiculer des informations sur lutter contre ces violences qui sont faites autour des femmes. Donc l'influenceur d'abord, c'est un citoyen, c'est une personne normale qui peut soutenir toutes les actions citoyennes de son pays ou bien du monde. Lutter contre certaines choses. Je pense qu'on a un peu trop tendance à séparer la vraie vie des réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux font partie de la vraie vie. Il y a des gens comme nous... C'est une technique des influenceurs. Oui, d'un point de... si on parle des influenceurs professionnels, dont c'est le boulot d'être influenceur. Mais après, tout le reste, dès que tu as un certain nombre de followers, tu es influenceur d'après les gens, même si tu ne te considères pas comme tel. Aujourd'hui, tu as... De la même manière qu'on va être posé dans un salon, un restaurant quelque part et on va parler d'un sujet, c'est de la même manière qu'on le fait sur les réseaux sociaux, qu'on échange entre nous. Ensuite,
forcément, je pense qu'il y a un minimum de boulot à faire quant à comment s'exprimer sur certaines choses. Par exemple, personnellement, les sujets que je ne maîtrise pas forcément, je préfère ne pas trop me prononcer dessus. Par contre, je pense que c'est important, en tout cas c'est une responsabilité d'après moi, de permettre à d'autres personnes de le faire, c'est-à-dire ne pas se taire, mais passer la parole à quelqu'un qui est mieux informé. Exactement, ça vient à ma prochaine question. Je me dis que tout le monde peut être influenceur, mais tout le monde ne devrait pas être un activiste. Est-ce que pour être un activiste, on ne doit pas forcément avoir un background, avoir une formation, avoir une spécialité, une connaissance sur certains sujets, en fait. Aujourd'hui, tout le monde s'érige en activiste. Oui, et je pense que c'est un des gros soucis qu'on a ici en Côte d'Ivoire, parce que déjà, quand tu dis que tu es activiste, déjà, on te voit comme ennemi de l'État. Alors que, comme Mensa l'a dit, tu es citoyen donc d'un pays. Et ce que tout citoyen veut, c'est le développement de ce pays-là. Donc, maintenant, de la manière il va le dire, peut-être ça va aller à l'encontre de ceux qui sont, comment je vais dire ça, aux affaires en griffe, mais qui dirigent le pays. Ils vont le voir très mal, alors qu'on veut la même chose. Mais peut-être c'est la manière de le faire qui change. Donc après, il ne faudrait pas qu'on voit l'activiste comme quelqu'un qui est ennemi de l'État, mais qui est là comme pour compléter. Et après, moi je me rappelle, dans notre zone, on avait une voie, je suis arrivé dans la zone, ça fait 5 ans, on me dit la voie sur laquelle je passe chaque jour, elle est bitumée sur papier. Mais là, nos voitures souffrent. Mais j'ai commencé, avec d'autres amis, on a commencé à dire non, cette voie-là, qui a bouffé l'argent de cette voie, donc on voulait des infos. Et après, on s'est rendu compte que la RTI est venue faire un reportage sur cette voie, mais après, ils étaient obligés de bitumer. Aujourd'hui, elle est très bitumée. Si tu vas à Carrefour, à Bata, au lieu d'aller à gauche, donc Nouveau Goudron, tu vas à gauche, tu vas à la Cité Cyr, cette voie est bien bitumée, mais c'est parce que derrière, il y a eu du lobbying. Aller rencontrer le ministre de l'urbanisme, tout ça et autres. Derrière, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qui se font. Je ne dis pas peut-être que c'est à cause de moi, mais je peux dire que mes tweets ont contribué. Et c'est ce que chacun de nous ici fait. Mais peut-être que les gens veulent qu'on en fasse un peu trop. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui veut être visible. Il y a des gens qui sont beaucoup souterrains. Alors justement, pour continuer un petit peu avec la question de Kadi, est-ce que vous vous souciez, vous, en tant que personne qui du coup ont une place, une marque, je vais commencer par vous, Mensa, une place sur les réseaux, de l'authenticité du rapport à l'engagement. C'est-à-dire que quand on milite vraiment parce qu'on le pense, mais pas pour une raison marketing, parce que ça peut être le cas de certains influenceurs, je pense à personne en particulier, mais est-ce que ça compte, donc l'implication qu'elle soit, c'est quoi le terme en français, genuine, sincère. Merci. Exactement. C'est bien vrai, du moment où tu es sur les nets et tout, il y a une communauté, il y a pas mal de marques qui t'approchent pour pouvoir communiquer avec toi. Mais moi, je ne travaille pas si tu ne me dis rien. Je ne peux pas, en fait, communiquer si ça ne me plaît pas, d'abord. De un, ça doit me plaire d'abord, pour être original moi-même. C'est pour être authentique. Parce que c'est grâce à ça que les gens me suivent. Donc, ce n'est pas pour une marque que je vais salir mon image. Je prends un exemple très simple. Je peux communiquer sur la cohésion, la paix, mais je ne peux pas communiquer sur la politique. Pas pour un parti politique. Ça, je ne peux pas faire. Non. Alors, vous voulez dire pas pour un parti politique, mais de façon générale, pour la cohésion sociale, pour la paix. Mais c'est quand même la politique. Non, la paix, c'est pas pour un parti. En fait, je dis quoi? C'est pas orienté. C'est pas orienté. Non, c'est pas orienté politiquement, mais c'est-à-dire vous avez un avis, ça veut dire que vous vous politisez en quelque sorte pour dire oui, il faut qu'on soit pour la paix, ou enfin le terme politique est un peu large. Non, mais pourquoi on a peur du terme politique? Moi, je trouve que les influenceurs, allons-y. Pas peur en tant que tel, mais je dis quoi? Je reste focus sur, parce que de façon naturelle, je suis pas politique. Je ne suis pas politique. Je ne peux pas dire apolitique totalement. Je ne peux pas dire apolitique totalement, mais voilà. Justement, il y a eu ce débat tout à l'heure entre Afou, en off, entre Afou et moi, en parlant du mot activiste. Déjà, qu'est-ce qu'un activiste? Un activiste, c'est une personne qui s'exprime ouvertement, qui impose un point de vue sur une idée. Ça peut être un activiste politique, comme ça peut être un activiste de l'environnement. Je prends l'exemple justement de Greta Thunberg, qui est une activiste militante pour l'environnement. Et justement, on se demandait, mais parce que moi, personnellement, je trouve qu'un influenceur n'est pas forcément un activiste, mais un activiste également, vice-versa, n'est pas forcément un influenceur, dans le sens où, si je prends aussi l'exemple de Kim Kardashian, pour moi, c'est une influenceuse, mais ce n'est pas une activiste. Même qui est devenue activiste. Qui le devient depuis. Voilà. Donc, justement, est-ce que, à votre avis, quel est votre avis à ce sujet?
Oui, moi, par exemple, je suis activiste à la base. Parce que, après, comme on l'a dit, il y a des formations. Par exemple, aujourd'hui, je milite dans la coalition des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Exactement, et c'est à ça que je voulais venir. Voilà. Il faut que ça soit ciblé. Voilà, donc aujourd'hui, tous ceux qui militent sur les réseaux sociaux ou bien qui sont sur les réseaux sociaux, souvent je leur pose la question quand je fais la formation. Est-ce que vous connaissez le code qui vous régit par rapport à ce que vous faites ? Est-ce que vous savez qu'il y a des lois contre tout ce qui est fausses nouvelles et autres? Est-ce que vous savez qu'il y a la loi sur la presse dans laquelle on dit que tout ce que tu vas publier sur les réseaux sociaux, tu peux être attaqué comme un journaliste? Est-ce que vous savez ça? Donc ça, c'est la base. D'abord, ça, c'est la base. Donc je pense que pour que cette base-là soit vraiment introduite chez tout le monde, il faudrait des formations. Malheureusement, tous ceux qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup n'ont pas fait de la formation. Et c'est en cela que ce type d'émission est assez intéressant parce que ça permet de dire, de sensibilité, d'éduquer et de dire que voilà, il y a des lois qu'il faut respecter. Après, on se dit non, en griffe, le procureur, il nous fait arrêter et autres. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire est dangereux. Oui, c'est puni par la loi. Voilà. Mais après, moi, j'ai un tout petit différent d'avis. J'ai l'impression que surtout en Afrique, on attend que les gens soient experts avant de leur donner la parole. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de niveau d'expertise ou d'être, je sais pas moi, expert en finance pour parler de finance ou quoi que ce soit. Il faut qu'on ait, tu as ton avis, tu es un citoyen en tant que tel, et qu'on donne la parole à tout le monde. Et maintenant, si tu veux l'avis d'un expert, tu les fais venir. Moi, je suis pas forcément d'accord. Avec une responsabilité. Non, moi, je dis Il faut faire surtout attention à la mesure de la parole qu'on Mais ça, c'est quelque chose parce que si on dit des dis un choses... faux mot et tout le monde ne veut plus te parler parce que tu as fait un faux pas. On est humain après tout. Hein. Moi, je dis, les réseaux sociaux, ça suit notre vie. Effectivement, la liberté d'expression existe. Pour avoir une conversation avec tes amis, tu as besoin d'être... voilà. Je pense que l'influence vient avec un certain niveau de responsabilité. Absolument. Que, en fait, Abdelkader disait qu'un mot est comme une flèche. Quand c'est parti, ça ne revient plus. Et en gros, ça peut être très léger, en fait, une parole. L'impact, il reste à vie. Tu as commis ton erreur, d'accord, tu t'en vas, mais l'effet papillon fait que toi, tu peux te corriger. L'effet que ça a eu sur quelqu'un d'autre, sur la vie de plusieurs personnes, on ne sait pas. Et ça peut aller super loin. C'est pour ça que, oui, forcément, de toute façon, on a la liberté d'expression. Mais de donner une arène, d'offrir une certaine audience, je pense qu'il faut un minimum de recherche ou au moins de sélection. Je suis complètement d'accord. Du coup, y a-t-il des bons ou des mauvais influenceurs? Il y a des personnes pour vous qui ne devraient pas être influenceurs, qui ne devraient pas avoir la plateforme? Sur le sujet dont on parle. Oui. Alors, je rejoins. Puis je pense que je suis personne pour dire qu'il y a des gens qui ne devraient pas. Mais par contre, pour être bon, je pense que ceux qui se démarquent, c'est ceux dont on sent une recherche derrière. On sent qu'ils savent ce qu'ils font, en fait. Ils ont pris le temps de dire où est-ce que je veux emmener tout ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? On en revient à la même chose, en fait. Que ça soit dans une carrière pro, que ça soit un entrepreneur, que ça soit un influenceur, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? En général, si c'est pour le côté célébrité, bon, après, on peut très bien l'assumer, hein, mais si c'est que pour ça, il ne faut pas attendre de cet influenceur qui fasse en fait des recherches pour qu'il ait un impact sur le côté citoyen, etc. Mais on a le cas, vous parliez de Kim Kardashian, effectivement, qui pendant 15 ans est sur un créneau particulier, qui est plus glamour, entre guillemets, etc. Et qui après, au bout d'un temps, en fait, se dit, bon, avec tout ce que j'ai là, est-ce que je ne pourrais pas appuyer cette... je pense qu'elle s'est impliquée dans un procès, voilà, une incarcération, etc. Donc, il y a des prises... Chacun a son déclic. Et il faut accepter qu'il y en a qui commencent comme ça, comme Serac, et d'autres, leur déclic viennent après. Mais il faut leur laisser le temps de se documenter, je pense. Ça, c'est pour les influenceurs. Ça, c'est pour les influenceurs. Mais les activistes, tu choisis d'être activiste, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu dois te documenter à la base. Bien tu sûr. dois faire des recherches à la base. Tu dois savoir où tu vas. Mais même tu vois, là, on parle beaucoup du process. On parle beaucoup de comment est-ce qu'on arrive à une certaine fin, mais pour moi, je pense que l'essentiel est quand même la fin. Et la fin, c'est le résultat. Exactement. Pour moi, quelqu'un qui a été enfermé de manière injuste, est-ce qu'il s'en fiche que ce soit Kim Kardashian ou un juge ou qui que ce soit qui les fait libérer? Totalement d'accord. Le message, pour moi, est le plus important et le résultat aussi. Le message est... Je prends un exemple sur les footballeurs, par exemple. On leur demande très souvent de prendre la parole parce que comme ils sont très suivis,
Voilà. On leur dit, il y a tel sujet, pourquoi tu ne parles pas, etc. etc. Il y a cette pression-là. Voilà, il y a cette pression-là. Je parle des footballeurs, mais même au niveau des influenceurs digitales. Ils reçoivent des messages, mais tu n'as pas vu ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Mais effectivement, comme disait Papy, si tu ne maîtrises pas le sujet, c'est très délicat une fois que c'est parti. Donc, libre à toi d'ouvrir la porte. Voilà, donc après, effectivement, il y a une façon de se former. Comment est-ce que je peux, c'est un message, je peux peut-être laisser la parole à des personnes. Je peux organiser des débats sur ma plateforme pour avoir plusieurs avis et montrer son côté vulnérable pour montrer que, regardez, je me documente sur le sujet afin de me former moi aussi une opinion. Parce que je n'ai pas d'opinion. L'influence-là ne se limite pas à la parole. C'est aussi avant tout une plateforme. Voilà, c'est ça. C'est réfléchir comme un média, finalement. C'est un peu ce que vous faites là. C'est-à-dire que vous avez une question de base, les gens s'expriment, et puis après, vous allez retirer en fait ce que vous voulez en retirer, et les gens qui nous regardent également. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être un dernier mot avant de partir. Je ne sais pas si, Papy, vous avez réussi à aller au bout de votre pensée ou Mensa. Moi, j'ai plutôt un coup de gueule, les gars? Non, coup de gueule, pas du tout. Coup de cœur. Quoique, non. C'est pas cœur, c'est pas gueule. En fait, j'ai été surpris de ne pas voir de femmes invitées. Non, on en a. On va pas gâcher la pub. Oui, en échange. Oui, parfois, on doit faire des choix. Non, mais effectivement, vous avez raison, il nous fallait une influenceuse féminine, mais elle sera là et ce sera malheureusement pas dans le débat. Mais vous pourrez le regarder. Alors, moi, Thierry, j'ai juste une question pour vous, une dernière question. Vous êtes association de blogueurs de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les blogs ne sont pas en perte de vitesse par rapport aux réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook? Comment vous faites pour lutter contre, justement, cette flambée, on va dire, des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, il va répondre au détriment des blogs. Influenceurs qualitatifs. C'est ça aussi, on En fait, on ne peut pas lutter contre, on ne peut qu'aller avec. Parce que tu utilises les réseaux sociaux pour aller plus vite, pour communiquer avec ton blog, pour faire connaître ton blog. Donc, on ne peut pas aller contre. Mais le fait d'être seulement sur un réseau social ne veut pas dire que tu es blogueur. Parce que le blogueur, c'est celui qui a sa thématique, il a son blog, son truc à part et tout, bien rédigé, il a une communauté qui est bien suivie. Il utilise ça sur les réseaux sociaux. Donc, il utilise les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas lutter. Ça, c'est un combat qu'on ne peut pas faire. Merci en tout cas pour ces réponses. Merci à tous. Restez avec nous parce qu'on va continuer à parler influence avec cette fois-ci Afou Touré qui va nous donner quelques conseils sur comment accroître son business grâce aux réseaux sociaux. Ce sera tout de suite après la pub. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI, on parle toujours influence. Maintenant, nous allons avec Afou dans sa chronique business, comment rentabiliser son activité grâce aux réseaux sociaux. Très bien, donc comme Kadi l'a si bien dit, dans Parlons Business aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser les réseaux sociaux pour croître son activité. Donc la première des choses, on doit vraiment réaliser que les réseaux sociaux sont un outil très très important pour toute activité. Comme on l'a si bien dit, il y a plus de 3/4 de la population adulte est sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on réalise que voilà, il faut avoir un plan, une stratégie et vraiment très spécifique au réseau. Donc la première des choses que je dis et tout le monde le dit, il faut avoir un plan et il faut avoir des objectifs précis. Après, en fonction de ton activité, tu choisis le réseau social qui est le plus approprié. Par exemple, quand je parle de ma compagnie HTS Partners, nous, on est un service financier. Donc, et surtout pour des compagnies, pas pour des personnes tiers. Donc, tu vas pas... C'est pas sur Instagram, sur TikTok. On est plutôt sur LinkedIn, et dans des conférences. Et c'est dans ce genre de plateforme-là qu'on peut trouver nos clients. Mais par exemple, on utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître parce que voilà, on ne sait jamais qui passe et où et quand. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie très, très claire en fonction de ton activité. La deuxième des choses, c'est que les réseaux sociaux, c'est un outil tellement important parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, tu peux étudier la concurrence, rechercher de l'inspiration sur Pinterest, sur plein de réseaux. Et vraiment, tu n'as pas à refaire
tout, disons, de A à Z, au fait. Tu dois, si on veut dire, t'inspirer des autres réseaux et puis essayer de voir ce que les autres font pour pouvoir, si on veut dire, faire du marketing et dire, bon, voilà ce que cette marque fait, j'aime bien, mais rester authentique. C'est surtout très important. Parce que maintenant, sur les réseaux, il y a beaucoup de copier-coller. On voit beaucoup de gens qui font la même chose, de 10 pages qui se ressemblent, mais ils ont des produits différents. Donc, il faut regarder, mais pas copier. Il faut s'inspirer. S'inspirer, mais pas copier. Ouais. D'accord. Et après, la dernière chose dont je voulais parler, et ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est regarder votre retour sur investissement. Si vous voyez que vous mettez du temps, de l'argent, vous payez les sponsoring, vous faites tout ce qu'il y a à faire, et il n'y a pas de retour, c'est-à-dire que ce soit de manière intangible ou bien même en revenu, c'est-à-dire vous voyez que les gens vous suivent, ils like, mais personne n'achète vos produits. Ou bien vous avez un événement et il y a 2 personnes qui shoppent. Vous devez maintenant réorganiser votre stratégie et voir mais qu'est-ce qui ne se passe pas. Parce qu'il ne faut pas être sur les réseaux juste pour être sur les réseaux. Donc, c'est très important de regarder le retour sur investissement pour votre activité. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut attendre un petit moment quand même pour voir la progression? J'imagine que ce n'est pas immédiat. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu commences à mettre ta stratégie en place, ça peut prendre des mois? Oui, et c'est surtout ça. Les gens, la plupart du temps, ils cherchent à être viral. Ils veulent très vite avoir une vidéo qui va avoir des millions de vues. Mais il faut comprendre qu'il y a un certain truc avec la viralité, c'est spontané. Personne ne prédit, au fait. Donc, il faut vraiment avoir de la constance et continuer à poster et à vraiment avoir sa stratégie et rester fixé sur ça et voir comment est-ce que vous... Thierry, il faut s'approcher des professionnels parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des professionnels des réseaux sociaux. Thierry, je regarde Thierry depuis tout à l'heure qui écoute avec beaucoup d'attention à vous parce que je pense qu'il pourra peut-être nous donner quelques astuces rapidement parce que je sais que c'est votre domaine. Donc, dans ce domaine, en fait, il faut d'abord établir une stratégie, une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale, en fait, c'est ce plan que tu respectes. Et cette ligne peut être modifiée à n'importe quel moment. Tu te fixes un délai, peut-être en check sur 1 mois, le résultat que ça va donner. Mais il est important de faire toujours des analyses. Parce que sans rapport, tu ne peux pas mesurer l'impact que tu as eu sur tel mois ou bien sur telle semaine. Donc, cette ligne éditoriale, si ça ne va pas, tu changes. Tu fais plan A, ça ne passe pas, tu changes un plan B. Est-ce que vous sponsorisez votre contenu tous les 4? Moi, je ne sponsorise pas parce que je trouve qu'il faut être vrai. Sponsoriser peut-être une campagne qui, pour qu'elle ait plus d'impact, pour qu'elle soit plus utile à d'autres personnes. Pour que, là, ça me parle, mais juste pour dire que j'ai tel nombre de followers, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, c'est l'impact, comme on l'a dit, l'impact. Pour nos clients, forcément, on sponsorise pas mal. Jusqu'à présent, non. Parce que la majorité la communauté Lies, par exemple, entièrement organique. Personnellement, sur mon art, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas de sens, oui. Mais maintenant que certaines de nos entreprises présentent la marque de vêtements, prend vraiment en ampleur et on a des produits à vendre. Ça, c'est pas négatif de sponsoriser. Oui, exactement. C'est pas négatif, c'est ça que... Voilà, ça, j'en suis Mais il a mal pris la Parce qu'aujourd'hui, sur Facebook, pour y arriver... de manière organique, comme on dit, sans sponsoriser. C'est compliqué. L'algorithme ne le permet pas. Je pense que ce qui a fait prendre cette connotation négative, c'est le fait que les gens sponsorisaient pour être connus. Alors qu'aujourd'hui, à la base, le service est là pour vendre un produit ou un service, en fait. En tout cas, merci à nos invités d'être venus et de nous avoir, en tout cas, donné toutes ces infos qui nous ont édifiés. Et j'espère que vous aussi. Nous allons passer maintenant au portrait d'une jeune dame qui a fait le choix de s'orienter vers des métiers de luxe à l'âge de 18 ans seulement. Elle est cofondatrice, je vais y arriver, de Fashi's Black, devenue un des médias de référence en matière de mode afro. Elle a été sélectionnée en 2019 par le magazine Forbes Africa comme faisant partie des 30 créatifs de moins de 30 ans. C'est dans le miroir de Paola Audrey. Elle n'a que 18 ans lorsqu'elle fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Elle rencontre alors ses premiers amours, la mode. En 2007, Paola lance le magazine en ligne Fashi's Black. Très vite, la jeune femme se heurte à son manque d'expérience et de réseautage. Des balbutiements qui ne font que renforcer sa hargne. L'aventure Fashi's Black se poursuit de 2008 à 2016, une période durant laquelle de nouveaux projets se concrétisent. Éditorialiste et consultante, Paola détient aujourd'hui 2 agences spécialisées dans les conseils marketing et relations publiques, l'une à Douala et l'autre à Abidjan. Installée en terre ivoirienne depuis 2014, cette Camerounaise figure en 2018 dans le top 20 des jeunes promoteurs les plus influents de Côte d'Ivoire. En 2020, Paola Audrey s'illustre dans une autre de ses passions, l'actualité africaine.
Elle lance l'émission hebdomadaire en ligne Le Débrief. L'occasion pour cette audacieuse tweeteuse de dire ce qu'elle pense, faisant par moments fi des risques. Amis du débrief, bien le bonjour. Cette semaine, la Côte d'Ivoire nous en a fait voir de toutes les couleurs et on va longuement en parler. On évoquera également Madagascar et son fameux remède miracle dont l'efficacité est de plus en plus contestée. Tiens donc. On ira aussi en Ouganda où le chef de l'État compte briguer un 6e mandat. C'est vraiment une autre épidémie ce truc. Passionnée par la création de contenu média, elle est à ce jour la responsable marketing du programme MTV Shuga Baby, version ivoirienne de la célèbre série MTV Shuga. Sa fulgurante ascension professionnelle, Paola Audrey la doit à son attitude touche-à-tout. Actualité, divertissement, musique et cinéma africain. La jeune femme à la curiosité sans limite prouve que l'on peut tout faire, à condition d'y mettre de la rigueur et de la passion. Bonjour, bonjour Paola. Bonjour, bienvenue. On est contente de vous avoir, dis donc. Avec une très belle coiffure. Alors Paola, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Alors j'ai suivi le débrief avec beaucoup d'attention. Et j'attends d'ailleurs la saison 2, je ne sais plus où ça en est, mais on va en parler. Mais finalement, je sais que vous avez l'habitude, on vous connaît, quand on vous suit sur les réseaux, pour votre franc-parler. Et qui parfois peut vous causer des petits problèmes. Des réactions surtout sur les réseaux du moins. Est-ce que vous craignez ce type de réaction? Est-ce que ça vous influence d'une manière que ce soit, parce qu'on parlait tout à l'heure d'activisme dans tout ce qui est communication digitale, des influenceurs, est-ce que de temps en temps vous craignez un petit peu un backlash? Non, je ne le crains pas parce que j'ai un peu la chance d'avoir commencé très très tôt. Donc les backlash, ça fait un moment que je les ai et quelque part, ils sont un tout petit peu prévisibles. Surtout quand on aborde certains sujets, comme bien évidemment la politique, c'est très clivant. Quand c'est sur la musique, bon là, des fans qui sont un peu... ils peuvent parfois être très durs d'oreille, mais sinon, de manière générale, non, je ne crains pas le backlash parce que je pars du principe que ça fait partie du package, grosso modo. Et quelque part, mon approche, c'est toujours de dire que je préfère l'authenticité et avoir au moins une communauté qui me suit, mais au moins on est en cohérence par rapport à ce que je dis, etc., que d'être beaucoup plus, comment dire, plus politiquement correct et par contre après d'être indexé quand on trouve que je me contredis par exemple. Donc je préfère vraiment l'authenticité avec ce que ça comprend comme risque bien sûr. D'accord. Alors Paola, avec ce que vous faites aujourd'hui, vous bousculez les codes, vous impactez, vous changez on va dire. D'accord. On essaie, oui. Alors est-ce que vous pensez, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'un influenceur doit nécessairement être un activiste? Est-ce que vous pensez qu'il faut que beaucoup de personnes fassent un peu comme vous? Il faut que certains influenceurs fassent comme vous, il faut qu'ils osent un peu, il ne faut pas qu'ils aient peur? Alors, je ne le dirais pas parce que je pars du principe que l'activisme se repose sur quelque chose de fondamental qui est la conviction. Il faut vraiment avoir une conviction personnelle parce que quand vous prenez des risques en parlant de certains sujets, alors certains sont plus risqués que d'autres. Si vous, par exemple, vous vous exprimez sur, disons, la cause des femmes, même ça, c'est polémique alors que ça ne devrait pas l'être. Alors, vous imaginez si vous allez sur des pans un peu plus politiques, etc. C'est clairement une zone un peu compliquée à gérer. Donc, je ne recommanderais pas aux gens de le faire par suivisme, mais vraiment par conviction. Parce que, comme je dis, la prise de risque est multiple sur le plan professionnel. Parfois, on a des gens qui ont mis du temps quand même à construire une audience, à construire une image sur Internet. En allant sur certains terrains, en tout cas, ils prennent plus de risques à parler qu'à ne pas le faire. Maintenant, ça, c'est une vision très, j'allais dire, pragmatique. Maintenant, moi, en tant que personne qui ait des convictions juste comme tout le monde, j'aimerais bien sûr, sur certains sujets, que les gens s'expriment un peu plus, mais je comprends aussi que la prise de risque ne puisse pas être faite pour tout le monde. Tout le monde n'a pas nécessairement les capacités. Tout le monde n'a pas je ne sais pas, en tout cas, parce que je travaille aussi comme consultante avec les marques et donc avec des influenceurs, donc je vois aussi, on va dire, je suis de l'autre côté de la barrière aussi, donc je comprends par moment, il y a quand même pas mal de couacs, il y a parfois aussi un sujet qui est important, c'est que les sujets concernant la justice sociale, etc., les causes justes, entre guillemets, demandent quand même à avoir un certain niveau d'information. Donc, vaut mieux ne pas s'exprimer si on ne maîtrise pas le sujet. Voilà, je pense qu'on prend moins de risques à faire le contraire. Alors, pour revenir un petit peu à vous, Paola, vous avez commencé très jeune, à 18 ans. Vous avez un magazine, enfin, vous êtes cofondatrice d'un magazine, vous êtes dans la production audiovisuelle, vous êtes aussi consultante. Oui. Comment tout ça a commencé? Est-ce que c'était, on va dire, vous aviez une vision ou est-ce que vous prenez l'opportunité comme elle vient? Un peu des deux, effectivement. J'ai commencé par un blog qui est devenu un média par la suite.
étant de la génération, une des dernières générations à avoir connu le monde avant Internet. Voilà, sans dire mon âge. Et donc, du coup, on était en plein dans ce boom-là, la création de contenu sur Internet au début. Donc, au fur et à mesure que les plateformes évoluaient, voilà, j'ai aussi évolué en termes de création et en termes de demande et en termes de ce que j'observais. Donc, ça a vraiment été une passion. Et puis, comme avec beaucoup de choses, ça se structure, plus on grandit, plus on accumule d'expérience aussi. Et je pense, plus on apprend aussi à se connaître et à savoir quels sont ses points forts et ses points faibles. Et je pense aussi l'avantage d'avoir commencé tôt, c'est que justement, ça m'a permis de vraiment toucher à tout, parce que je suis extrêmement curieuse. Donc, je ne savais pas encore exactement vers, j'allais dire, quelle branche me diriger. Et je me suis dit, tant qu'on est jeune, autant essayer, et même quitte à se rater par moment, mais au moins, je sais. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup servi, parce que maintenant, on va dire, je sais dans quelle direction je vais. Vous savez où aller. Tout à fait. Mais c'est justement ça ma question, parce que moi, je vous suis sur les réseaux sociaux et j'adore parce qu'en 24 heures, j'arrive à avoir beaucoup d'informations, vous donnez tellement d'informations, surtout sur ce sujet. Mais je me demande après, comment est-ce que vous-même, déjà, vous arrivez à vous informer sur ces différents sujets? Et après, avec toutes les news qui sont, disons, sur les réseaux, dénicher qu'est-ce qui est vrai versus qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'il faut partager, Après, c'est en 24 heures, au fait. Donc, où est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça et de faire ce travail derrière, qui nous sert à nous, vraiment? Déjà, merci. Pardon, j'ai touché mon micro. Merci beaucoup. Alors, comment je le fais? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. Moi, je pense que je ne m'en rends plus nécessairement compte parce que je suis dans l'information quotidiennement. Je me sers des réseaux sociaux, j'ai mis en place des systèmes d'alerte, etc. Je suis aussi par moment des personnes qui sont dans l'actualité, qu'elles soient en coulisses, donc des journalistes, mais aussi des personnes qui sont, on va dire, généralement bien informées, qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais voilà, ont accès à certaines informations et qui sont effectivement crédibles, tout à fait. Et donc, après, il y a un travail, je pense, de sens critique à avoir. Quand vous voyez des choses, qu'il y a des choses qui ne collent pas dans une information, on va forcément aller regarder derrière, se renseigner, etc. Et si je ne suis absolument pas sûre, je préfère ne pas en parler ou le faire au conditionnel. Mais après, il y a tout un nombre de choses qui vont me donner quelques éléments. En général, c'est parce que toute information aussi à contextualiser. Vous avez une info, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées avant, donc ça vous aide aussi à réfléchir. Et je pense que dans mon cas, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'être, dans tout ce que je fais, d'être une espèce de passerelle. Et justement de pouvoir permettre à des gens, j'en sais rien, qui sont en France, de savoir ce qui se passe en Namibie, et des gens qui sont à Abidjan, de savoir ce qui se passe, je sais pas, de l'autre côté du monde. Je trouve ça intéressant. Ça permet d'ouvrir l'esprit, je pense, et aussi par moment aussi de voir que ce qui se passe chez nous on n'est pas forcément des cas isolés, et de voir que d'autres personnes peuvent vivre les mêmes situations. Voilà. Est-ce que depuis que vous faites ce que vous faites en ce moment, vous avez déjà eu un gros problème, c'est-à-dire genre une anecdote Rapidement, peut-être l'anecdote, pardon, on est pris par le temps. Ah, d'accord. Oui. Alors, gros problème, non plus des menaces. Ah, d'accord. Voilà, plus des menaces, mais je m'y attends, donc... Vous avez des gardes de corps autour de vous maintenant? Alors, je n'en ai absolument pas, c'est extrêmement facile à trouver. Alors, juste avant de passer à la pub, on va quand même... on va commencer notre petit rituel. Alors, chaque invité dans le miroir 2, on lui propose une interview assez rapide, du tac au tac. Et alors, ça va être tout de suite, l'interview du tac au tac. Alors, c'est quoi le jeu? L'exercice, c'est de répondre aux questions que je vais vous poser le plus rapidement possible, sans réfléchir, en 2 secondes. Après, il n'y a rien qui se passe du temps, mais c'est plus sympa si vous le faites assez rapidement. Alors, Paula, Audrey, vous êtes prête? J'ai pas le choix, allons-y. Matin ou soir? Soir. Whisky de Burna Boy. Whisky où? Whisky Burna Boy. Ou Burna Boy. J'ai entendu whisky. Ça en dit beaucoup. Ouh là là, whisky. Whisky. Je sais, vous avez beaucoup aimé le dernier album. J'entends beaucoup. Combien d'heures passez-vous sur Twitter par jour? Non, ces derniers temps, pas beaucoup. Donc, je ne sais pas, probablement 2-3 heures. D'accord. Moins que je pensais. Dolé ou Foutou Banane? Dolé. Tu dis qu'on aime. Douala, Yaoundé, Abidjan ou Paris? Ah non, ça c'est cruel. Ça c'est cruel. Ça c'est très pas sympa. Bon, dans l'ordre alors. Top. Dans l'ordre? Ouais, dans l'ordre. De préférence. Je vais me faire taper sur les doigts. Bon, Abidjan. Forcément. Donc, Abidjan, Douala, Paris, Yaoundé. Si vous ne pouviez pas vous connecter sur les réseaux pendant une semaine, vous feriez quoi à la place? Oh, je l'ai déjà fait, je lis. D'accord. Et j'enregistre des podcasts. D'accord. La couleur rouge, ça vous inspire quoi? Je pense que j'ai pas mal de rouge. Ça m'inspire, c'est très très classique, la passion. La passion. Follower ou engagement? Oh, engagement. Musique ou cinéma?
Ça aussi, je sais que c'est difficile. Ah, ça c'est compliqué. J'ai fait exprès. Bon, musique. Et End SARS ou Black Lives Matter? Bon, NSARS. C'est l'Afrique. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, Paola. Oui, vous ne quittez pas, vous ne partez pas. On continue avec vous tout de suite. On se retrouve après la pub dans le quiz avec Anan. Tout de suite après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le tout dernier tableau des femmes d'ici sur NCI. Alors on continue à parler des réseaux sociaux, du web, avec un petit quiz que j'ai préparé donc pour notre invité. Et puis vous les filles. Oula. Alors vous êtes prêtes? Oui. C'est pas très compliqué comme question. C'est toujours assez simple avec moi. Ça dépend de qui. Là, oui. C'est ça, exactement. C'est toujours ce qu'elle dit. Il n'y a rien à la clé, c'est juste pour voir si on connaît un peu, enfin si on a une bonne culture web. Alors, en quelle année a été envoyé le tout premier email? Il y a 4 options. 1996, 1971, 1988, 1976. Je dirais 88. Je dirais 88. Ouais. 76. Ouais, je suis 76 aussi, moi aussi. 76, tiens. Moi aussi, je me rappelle quand j'ai vu la réponse. C'est plutôt que je pense, c'est bonne réponse. Super. Bravo. On a gagné Paola, quoi. On vient de commencer. Alors, une question assez facile. Que signifie l'acronyme WWW? World Wide Web. Hé, j'aime bien catch up. C'est le côté de la Exactement. Ok. Qu'appelle-t-on coût par clic? Je peux... Bon. Allez-y, parce que je pense que exactement. Je sais pas pour vous qu'on a fait. On va dire, alors le coût par clic, normalement, c'est le coût que vous dépensez pour un nombre de clics défini, notamment, en général, c'est 1000. Normalement, c'est pour 1000 clics, ça vous coûte X. D'accord, ok. En marketing. C'est ça, oui, le montant payé par un annonceur pour un clic. Exactement. Exactement. Alors, quel format d'image permet d'avoir un fond transparent? JPEG, JPG, BMP, PNG. Alors, j'ai pas entendu la question par Quel format d'image permet d'avoir un fond transparent? C'est pas vraiment web, mais... JPEG, JPG, c'est un peu la même chose. BMP ou PNG. Peut-être PNG ou PNG, je sais pas, parce que JPEG... PNG, PNG, PNG. JPEG. Non, alors surtout pas JPEG. Hein. J'avais dit BN, quoi, l'avant-dernier. Enfin, c'est au hasard, j'ai dit. Non, on a raison. C'est bien ça. Alors, quelle campagne, c'est une question assez facile, quelle campagne sur les réseaux sociaux a appelé à la fin de la brutalité policière, justement, au Nigeria? Of course. Il fallait bien. Quelle entreprise a lancé le réseau social Periscope? Vous les options? Twitter? C'est Twitter, c'est exactement. Et qui ferme actuellement, je crois qu'ils ont décidé de fermer récemment. Ah bon? Oui, j'ai cru entendre ça. À vérifier, mais je pense que c'est en train de fermer. Periscope, non, ça n'a pas tellement marché. Oui, exactement. Encore 2 questions, 3. Quel est le réseau social qui a le plus d'abonnés aujourd'hui dans le monde? Facebook. Question facile, exactement, avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs. Immense. Mensuels. En quelle année WhatsApp a été créé? Ça, c'est très récent. C'est récent? Disons 2010. 2003-ish. 2017? 2007. 2000 quoi? 17. Non. WhatsApp. WhatsApp. Moi, je pense que ça a été créé 2005-2007 par là. Quoi? Non, c'est trop. Ça fait un petit moment qu'on l'utilise quand même. Hein. Ça fait un moment. Moi, je dirais 2000-2003. Je sais pas. Non. Je n'irais pas jusque-là. J'aurais mis la fourchette 2015. entre... Donc, en tout cas, c'est dans les années 2000. Entre 2010 et 2014, quelque part. 2009, donc vous étiez... J'étais pas loin. Toutes les deux, vous étiez très proches. Et une dernière question. WhatsApp. Je sais pas, ça fait combien de temps j'utilise. En ce moment, Facebook est sous les feux des projecteurs, encore une fois, pour des raisons judiciaires, poursuivies judiciairement, pour une raison en particulier. Et on propose même qu'on fragmente le groupe. Est-ce que vous savez de quoi ils sont accusés? C'est tout ce qui est anti-compétition. Alors, je pense que ça doit concerner tout ce qui est antitrust. Ouais, parce que on considère qu'il y a une espèce de concentration trop forte de plusieurs sociétés, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp, sous la même ombrelle. Et donc, ça commence à poser des problèmes en termes de concurrence. C'est ça. Exactement. Le monopole. Exactement. Les pauvres. Donc voilà, les pauvres, je sais pas. Les pauvres. Non, mais je suis d'accord. Ils monopolisent tout. Merci beaucoup, Paola. Parce que c'est toi qui as tout trouvé. Merci quand même. Merci Paola d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les filles qui voudraient embrasser votre carrière? Alors je leur dirais de... C'est très compliqué parce que j'essaie de faire en sorte que personne ne sente de pression. Oui. Faites comme bon vous semble, croyez en vous.
croient, et surtout de croire en elles, et surtout de toujours regarder justement qui peut leur servir d'inspiration en termes de ce dépassement de soi, etc. Et surtout utiliser Internet. Vous avez la chance d'avoir un outil comme celui-là aujourd'hui. Servez-vous-en pour vous cultiver, pour affiner vos talents. Parce qu'aujourd'hui, il faut être polyvalente, c'est très, très important. Ouais. Merci beaucoup, Paola. Et voici qui met fin à notre émission. On se retrouve demain sur NCI, même chaîne, même heure.